Avez-vous remarqué que malgré tout l'amour et tout l'engrais que vous lui donnez, votre ail continue obstinément à jaunir au potager? C'est le cauchemar de tous les jardiniers. Vous ajoutez de la nourriture, vous patientez, mais la couleur verte refuse de revenir. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ce mystère extrêmement frustrant. Je vous promets que d'ici quelques minutes, vous allez découvrir une vérité surprenante qui va totalement changer votre façon de cultiver. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le manque de nutriments. Le secret pour sauver vos récoltes d'ail et retrouver des feuilles d'un vert éclatant se trouve probablement à l'opposé de ce que l'on vous a toujours conseillé. Êtes-vous prêt à bousculer vos croyances de jardinier et à sauver vos bulbes? Alors restez bien avec moi. Beaucoup vous diront qu'il faut simplement arroser plus. Et vous, pensez-vous vraiment que l'eau est la solution miracle à tous les maux du jardin? Dites-le moi en commentaire. Pour bien comprendre ce qui se passe dans votre terre, il faut faire un petit voyage dans le temps et observer le mode de vie fascinant de cette plante millénaire. L'ail est cultivé par l'homme depuis plus de 5000 ans. De l'Égypte antique aux steppes d'Asie centrale, cette plante a survécu à des conditions parfois extrêmes. Elle possède un cycle de croissance unique, souvent décalé par rapport aux autres légumes de votre potager, car on la plante généralement à l'automne. Pendant tout l'hiver, le bulbe tisse un réseau de racines invisibles sous la terre froide. Puis, au retour des beaux jours, il propulse ses grandes feuilles vertes vers le ciel. La feuille d'ail est le seul panneau solaire de la plante. C'est elle qui capte l'énergie pour fabriquer la future tête d'ail. Donc, quand cette usine à énergie commence à pâlir et à jaunir anormalement au printemps, ce n'est pas un petit défaut esthétique. C'est tout le système de survie de la plante qui est en train de s'effondrer. Comprendre le mécanisme de ce jaunissement, c'est comprendre comment fonctionne la fabrique interne de ce légume exceptionnel. Mais alors, pourquoi cet ail s'obstine-t-il à jaunir alors que vous l'avez déjà nourri? Commençons par détruire un mythe extrêmement tenace dans le monde du jardinage. Presque tout le monde pense que dès qu'une feuille jaunit, c'est forcément un manque d'azote. Vous avez donc logiquement appliqué un engrais riche en azote, peut-être du purin d'ortie ou du sang séché. Et pourtant, le bout des feuilles reste désespérément jaune. C'est frustrant, n'est-ce pas? En réalité, gaver la plante d'azote quand elle n'en a pas besoin peut aggraver la situation. Imaginez que vous avez soif, extrêmement soif, et que quelqu'un vous force à manger un énorme repas copieux à la place de vous donner un simple verre d'eau. C'est exactement ce que ressent votre ail. Si le sol est déjà riche, le problème vient de l'incapacité de la plante à absorber cette nourriture. Les racines sont bloquées. L'azote est bien là, tout autour du bulbe, mais l'ail refuse de le manger. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir, car le véritable coupable se cache souvent là où on ne l'attend pas. Il est grand temps d'arrêter d'ajouter de l'engrais à l'aveuglette et de comprendre le langage secret de vos plantes. Le jaunissement est un signal de détresse, pas une simple commande pour obtenir plus de nourriture. Alors, si ce n'est pas la faim, que se passe-t-il vraiment sous la terre? Le premier grand coupable, et de loin le plus fréquent au début du printemps, c'est le choc thermique. L'ail est une plante rustique, c'est vrai. Il adore le froid de l'hiver pour diviser ses gousses. Mais les jeunes pousses vertes sont sensibles aux caprices de la météo. Imaginez que vous sortez de chez vous un matin de printemps en t-shirt, pensant qu'il fait chaud, et soudain, une bise glaciale vous frappe. Vous allez vous recroqueviller et grelotter. Vos plants d'ail font exactement la même chose. S'il y a eu des nuits très froides, ou même un léger gel tardif suivi de journées chaudes, la plante subit un stress intense. Ce stress paralyse temporairement le système racinaire. Les racines arrêtent de pomper la sève et les nutriments vers le haut. Résultat immédiat, les pointes des feuilles, qui sont les parties les plus éloignées du cœur de la plante, se vident de leur chlorophylle et jaunissent. Dans ce cas précis, votre engrais ne sert absolument à rien, car la bouche de la plante est temporairement fermée à cause du froid. La bonne nouvelle, c'est que ce jaunissement lié au froid est souvent temporaire. Dès que les températures se stabilisent et que le sol se réchauffe en profondeur, la plante reprendra son cycle normal. Mais il existe des astuces pour l'aider à surmonter ce choc plus rapidement. Cependant,
la température n'explique pas tout. Parlons maintenant d'un sujet qui divise souvent les jardiniers, l'arrosage. L'eau est la vie, bien sûr, mais pour l'ail, elle peut vite devenir un poison mortel. Un excès d'humidité dans le sol chasse l'oxygène. Or, les racines de l'ail ont absolument besoin de respirer. Si votre terre est lourde, argileuse, ou s'il a plu pendant des jours entiers, les racines baignent dans la boue. Elles commencent littéralement à suffoquer. Une racine qui étouffe ne peut plus transporter les nutriments, même si vous avez mis le meilleur engrais du monde. C'est l'asphyxie racinaire. À l'inverse, un manque cruel d'eau va dessécher le bout des feuilles. Pour faire une bonne illustration, pensez à une éponge de cuisine. Une éponge parfaite doit être humide, mais pas dégoulinante d'eau. Si elle est trop sèche, elle devient dure comme de la pierre. Si elle est noyée, elle ne peut plus rien absorber. Le sol de votre potager doit agir comme cette éponge bien essorée. Souvent, nous regardons la surface de la terre qui semble sèche au soleil et nous arrosons abondamment. Mais à 10 ou 15 cm de profondeur, là où vivent les racines, c'est peut-être encore détrempé. Avant de blâmer un manque d'engrais, plongez vos doigts dans la terre pour vérifier ce qui s'y passe réellement. Mais que faire si l'arrosage est parfait et la météo clémente? Il faut alors se tourner vers la chimie invisible de votre potager. Voici une vérité que beaucoup ignorent. L'ail est extrêmement pointilleux sur l'acidité du sol. Il déteste les sols acides. Il a besoin d'un pH neutre ou légèrement calcaire, idéalement situé entre 6,5 et 7. Si votre terre est trop acide, à cause de la présence de nombreux pins à proximité, d'un excès de tourbe ou de la nature même de votre région, un phénomène étrange se produit. Les minéraux présents dans le sol, y compris ce fameux engrais que vous avez ajouté avec amour, se bloquent chimiquement. C'est comme si vous aviez rempli votre garde-manger avec les meilleurs aliments, mais que vous aviez perdu la clé de la porte. L'ail meurt de faim au milieu de l'abondance. Pour débloquer cette situation, il ne faut surtout pas rajouter d'engrais liquide. Il faut corriger le pH. C'est ici que la cendre de bois intervient comme une baguette magique. Une légère poignée de cendre tamisée autour de chaque plant va doucement remonter le pH et libérer instantanément les nutriments emprisonnés. C'est une solution naturelle, gratuite et incroyablement efficace si le jaunissement est dû à un sol trop acide. Attention toutefois à ne pas en abuser, car un excès de calcaire créerait d'autres problèmes tout aussi graves. Continuons notre investigation souterraine. Nous avons beaucoup parlé de l'azote, mais les plantes ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, ni seulement d'azote. L'ail est un légume racine, ou plus exactement un légume bulbe. Et pour former de beaux bulbes solides et résister au stress, il a un besoin désespéré de potassium et de phosphore. Souvent, les engrais organiques classiques, comme le fumier mal décomposé ou les purins basiques, apportent une montagne d'azote, mais sont pauvres en potassium. Or, le potassium est le gardien de l'immunité de la plante. C'est lui qui aide la sève à circuler de manière fluide et qui régule l'ouverture des minuscules pores sur les feuilles. Sans assez de potassium, les feuilles perdent leur tonus, pâlissent et finissent par jaunir inexorablement, en commençant par les vieilles feuilles extérieures. Pour corriger cela, un purin de consoude est une excellente alternative au purin d'ortie. La consoude va puiser le potassium en grande profondeur pour l'offrir à vos plantes. Un autre signe classique d'un déséquilibre en potassium ou en phosphore est que les tiges semblent frêles, incapables de se tenir bien droites face au vent. Si vous avez gavé votre sol d'azote sans penser aux autres éléments majeurs, vous avez créé un régime alimentaire totalement déséquilibré pour vos aules, et ils vous le font payer en perdant leur belle couleur verte émeraude. Allons encore plus loin dans les mystères de la nutrition végétale. Parfois, le diable se cache dans les détails microscopiques. Avez-vous déjà entendu parler des oligo-éléments? Ce sont ces minuscules particules minérales dont la plante n'a besoin qu'en infime quantité, mais sans lesquelles rien ne fonctionne. Parmi eux, le magnésium est la véritable clé de voûte de notre problème. Pourquoi? Parce que le magnésium est l'atome central de la molécule de chlorophylle. C'est littéralement lui qui donne la couleur verte à la feuille.
Si votre sol manque de magnésium, ou si les pluies intenses ont lessivé cet élément précieux loin des racines, la plante ne peut tout simplement plus fabriquer de verre. C'est comme demander à un peintre de faire un paysage d'été alors que vous lui avez volé tous ses tubes de peinture verte. Il fera ce qu'il peut avec du jaune. Le jaunissement dû à un manque de magnésium est assez spécifique. Les nervures des feuilles restent parfois un peu vertes, tandis que le reste de la feuille jaunit. Pour apporter un coup de fouet rapide, une pulvérisation foliaire de sulfate de magnésium, aussi connu sous le nom de sel d'Epsom, dilué dans de l'eau, peut faire des miracles en quelques jours seulement. La feuille l'absorbe directement, contournant ainsi les problèmes éventuels des racines. C'est une astuce de vieux jardinier qui sauve bien des récoltes. Il est temps d'aborder une réalité un peu moins ragoûtante. Et si le jaunissement de votre ail n'avait absolument rien à voir avec la nutrition ou la météo? Et si vous étiez en train d'être attaqué en secret? Les ravageurs souterrains sont souvent les coupables silencieux des feuilles jaunes. Prenez par exemple la mouche de l'oignon ou les minuscules nématodes du sol. Ces petites créatures adorent se délecter de la base du bulbe ou des jeunes racines tendres. La mouche pond ses œufs et de petits asticots viennent dévorer le plateau racinaire. Résultat, la connexion entre la plante et le sol est coupée. L'ail ne peut plus boire ni manger. Les feuilles de la surface, privées d'eau et de nourriture, s'effondrent et deviennent d'un jaune maladif. Pour vérifier cette hypothèse terrifiante, vous allez devoir sacrifier un plant. Choisissez celui qui a l'air le plus malade et arrachez-le délicatement. Regardez attentivement les racines et la base de la gousse. S'il n'y a presque plus de racines, si la base est molle, pourrie, ou si vous y voyez de petites galeries ou des intrus, bingo! Vous avez trouvé la cause. L'engrais n'y changera rien. Dans ce cas, la rotation des cultures devient votre seule véritable arme pour les années suivantes. Il ne faut jamais replanter d'ail, d'oignons ou de poireaux au même endroit avant au moins 3 ou 4 ans pour affamer ces parasites tenaces. Outre les insectes et les parasites, il existe une autre menace invisible qui flotte dans l'air, surtout lors des printemps chauds et humides, les champignons pathogènes. La redoutable rouille de l'ail est la maladie la plus classique. Au début, on se dit simplement que la feuille jaunit. Mais si vous regardez de plus près, presque à la loupe, vous constaterez que ce n'est pas un jaunissement uniforme. Ce sont de minuscules pustules allongées, de couleur rouille ou orange vif, qui éclatent sur les feuilles vertes. Ces pustules fongiques détruisent les cellules de la plante et finissent par faire jaunir et dessécher la feuille entière. Les spores de ce champignon voyagent avec le vent et s'installent si la feuille reste humide trop longtemps. C'est pour cela qu'il faut toujours désherber autour de l'ail pour laisser l'air circuler et sécher la rosée du matin. Si la rouille est déjà installée, inutile de courir chercher de l'engrais. Il faut agir avec des traitements antifongiques naturels, comme des pulvérisations de décoction de prêle, qui renforcent les parois cellulaires de la plante grâce à sa richesse en silice. Attention, la rouille affaiblit la plante, mais elle tue rarement le bulbe. Vos gousses seront peut-être un peu plus petites, mais elles resteront comestibles. C'est une guerre d'usure, où la prévention par une bonne aération reste la meilleure des tactiques. Mais alors, si vos racines sont bloquées par le froid, par un excès d'eau ou par un pH inadapté, comment réussir à nourrir cette plante qui crie famine et qui jaunit à vue d'œil? La solution de secours par excellence, c'est l'alimentation foliaire. Beaucoup de jardiniers débutants ne savent pas que les feuilles ne servent pas qu'à capter le soleil. Elles sont couvertes de minuscules bouches, appelées stomates, capables d'absorber des nutriments liquides presque instantanément. C'est la voie rapide, l'autoroute de la nutrition végétale. Quand vous appliquez un traitement directement sur le feuillage, vous contournez complètement le sol et tous ses problèmes. Pour redonner un coup de fouet spectaculaire et faire reverdir votre ail, préparez une infusion très diluée de compost ou un extrait fermenté doux et pulvérisez-le au petit matin ou en fin de journée. Pourquoi pas en plein soleil? Parce que les gouttes d'eau feraient un effet loupe et brûleraient les feuilles. Et parce que les stomates se ferment lorsqu'il fait trop chaud pour éviter la déshydratation. L'effet de l'engrais foliaire est souvent visible en 48 à 72 heures.
C'est fascinant à observer. Bien sûr, ce n'est qu'un pansement temporaire. Cela vous donne le temps de corriger le problème de fond dans le sol, mais c'est souvent le geste d'urgence qui sauve la saison. Parlons d'une erreur très fréquente, née de la meilleure des intentions, le paillage. Dans la permaculture moderne, on nous répète à juste titre qu'il ne faut jamais laisser un sol nu. Alors, en automne ou à la fin de l'hiver, nous couvrons nos plants d'ail sous une épaisse couche de paille, de feuilles mortes ou de foin. C'est merveilleux pour retenir l'humidité en été. Mais au début du printemps, cette même couverture peut devenir le pire ennemi de votre ail. Pourquoi ? Parce que le paillis agit comme un fantastique isolant thermique. Il empêche les rayons du doux soleil printanier de venir réchauffer la terre. Sous le paillis, le sol reste glacial et humide beaucoup plus longtemps qu'à l'air libre. Souvenez-vous de ce que nous avons dit sur les racines qui gèlent et étouffent. Voilà le résultat parfait. La plante grelotte, ne mange pas l'engrais que vous lui donnez, et ses feuilles jaunissent. L'astuce secrète ici n'est pas d'ajouter des minéraux, mais simplement de reculer légèrement le paillis autour de chaque plant dès les premiers jours de mars. Laissez la terre sombre capter la chaleur pendant quelques semaines. Dès que l'ail aura retrouvé une belle croissance verte et vigoureuse, vous pourrez ramener le paillage pour le protéger de la sécheresse estivale. Un simple geste de la main vaut parfois 1000 arrosoirs d'engrais. Une autre technique rudimentaire mais incroyablement salvatrice consiste à redonner le souffle de la vie à votre terre. Nous avons vu que l'asphyxie racinaire provoque un jaunissement rapide. Même si le sol n'est pas inondé, il peut s'être tassé avec les pluies d'hiver. Une croûte dure, que l'on appelle une croûte de battance, se forme en surface. Cette croûte est comme une chape de béton imperméable. Elle empêche l'eau de pluie de pénétrer doucement, mais surtout, elle bloque les échanges gazeux. L'air vicié reste bloqué sous terre et l'oxygène frais ne peut plus y entrer. Pour casser cette prison invisible, il faut utiliser un outil tout simple comme une binette ou une griffe à 3 dents. Binez très délicatement la surface de la terre tout autour de vos plants d'ail sur 2 ou 3 cm de profondeur, pas plus, pour ne pas blesser les racines superficielles. En jardinage, un vieux dicton dit qu'un binage vaut 2 arrosages. Mais dans notre cas, un bon binage vaut aussi parfois une dose d'engrais. En ouvrant le sol, vous permettez aux micro-organismes de respirer à nouveau. Ces petits travailleurs acharnés vont soudainement se remettre à décomposer la matière organique et rendre l'engrais que vous aviez mis enfin disponible pour votre plante. L'ail va respirer et le ver va renaître presque par magie. Enfin, il y a un moment dans la saison où il faut simplement accepter de ne rien faire. C'est une phase cruciale que beaucoup de jardiniers trop zélés refusent de voir. Si nous sommes à la fin du printemps ou au début de l'été et que les feuilles du bas commencent à jaunir puis à sécher une par une, arrêtez absolument de chercher à les sauver. Ne mettez plus une seule goutte d'eau et surtout pas le moindre engrais. Ce jaunissement n'est ni une maladie, ni une carence, ni un problème de sol. C'est tout simplement la fin du cycle naturel de la plante. L'ail a compris que sa mission de croissance feuillue est terminée. Il transfère maintenant toute son énergie, toute sa sève et toutes ses réserves contenues dans les feuilles vers le bas, pour faire grossir le bulbe sous la terre. Vouloir maintenir ces feuilles vertes à tout prix en ajoutant de l'azote à ce stade serait une erreur monumentale. Cela forcerait la plante à faire de nouvelles feuilles au détriment de la taille et de la conservation de la gousse. Laissez la nature faire son œuvre. Observez ce jaunissement avec joie, car il vous annonce que la récolte est toute proche. Quand la moitié ou les 2/3 des feuilles seront jaunes et sèches, il sera temps de sortir vos magnifiques bulbes de terre. Parfois, la sagesse du jardinier réside dans le fait de savoir quand s'arrêter. Et voilà la véritable révélation. Le jaunissement de votre ail n'était pas une simple réclamation pour avoir plus d'engrais, mais un véritable cri d'alarme complexe et fascinant. Qui aurait cru qu'un simple bout de feuille jaune cachait des histoires de racines grelottantes, de sols asphyxiés, de batailles chimiques microscopiques et même de signaux naturels de fin de vie? Vous avez maintenant les clés pour comprendre ce langage secret. En appliquant la bonne solution, qu'il s'agisse de retirer le paillis, de biner doucement,
d'ajuster le pH ou simplement de patienter, vous allez sauver vos récoltes et obtenir des bulbes magnifiques. Le potager est un livre ouvert pour celui qui sait le lire. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez découvert quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un gros pouce bleu et à partager cette vidéo avec d'autres passionnés de jardinage. Et maintenant, dites-moi tout dans les commentaires. Quelle erreur pensiez-vous faire avec votre ail avant de voir cette vidéo? Et quelle solution allez-vous tester dès demain matin dans votre potager? J'ai hâte de vous lire.